saurez aussi avec vous en tirer toutes les conséquences. Toutes les conséquences. C'est du vent, ils nous baladent, ils nous vendent que des salades, y'en a marre des boniments. Ils veulent nous tuer à la tâche, ça dépasse l'entendement. Ils gouvernent à coups de cravache et s'étonnent qu'on monte les dents. Ils allongent les carrières mais y a pas d'avancement. On demande des embauches mais y a pas d'emplacement. C'est du vent, ils nous baladent, ils s'en foutent vraiment des malades, y'en a marre des boniments. Quand on attrape le Covid, c'est à Carrefour évidemment, et pas parce qu'il a manqué de tout un tas d'équipements. Ils croient gérer une entreprise et tout le monde part en courant. Ils continuent, ils privatisent et puis nous font l'étonnement. C'est du vent, il nous balade, y a plus de lit pour les malades, y'en a marre de l'encadrement. On va lui faire piger que nous, on voit les choses autrement. Plus d'argent pour la sécu, moins de reconfinement. Quand on nous parle de la dette, faut pas nous prendre pour des blaireaux, car c'est vraiment nécessaire de l'annuler dans les hôpitaux. C'est du vent, il nous balade, il nous vend que des salades, y'en a marre des boniments. La direction vend la grave et détruit des bâtiments. Plus elle parle, plus elle ment, c'est quoi ce management? S'il continue à tout gérer comme il le fait présentement, il finira par nous payer avec des applaudissements. C'est du vent, il nous balade, il s'en fout vraiment des malades, y'en a marre des boniments. On s'en fout de ces histoires qu'il les raconte à sa maman. Ce qu'il nous faut pour soigner, c'est des budgets plus conséquents. Y'a plus de flics dans nos manifs mathématiquement parlant que d'infirmières dans les services pour s'occuper des patients. C'est du vent, il nous balade, y'a plus de vie pour les malades, y'en a marre de l'encadrement. À ces mensonges, je peux pas croire et franchement on tourne en rond. C'est le black bloc opératoire qui va le ramener à la raison. Ce refrain, il va l'entendre dans sa tête éternellement, tant qu'il voit la santé des gens comme un vulgaire bien marchand. C'est du vent, il nous balade, il nous vend que des salades, y'en a marre des boniments. C'est du vent, il nous balade, il s'en fout vraiment des malades, y'en a marre des boniments. C'est du vent, il nous balade, il nous vend que des salades, y'en a marre des boniments. C'est du vent, il nous balade, il s'en fout vraiment des malades, y'en a marre des boniments. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Philippe. Bonjour Thierry, bonjour. Nous nous mobilisons pour avoir un meilleur statut, de meilleures conditions, pour accompagner nos enfants en situation de handicap. Nous sommes en souffrance, on dit non au pial, non à la précarité, nous nous mobilisons, on n'est plus des moutons, on n'est pas des moutons, nous sommes invisibles, nous voulons être visibles. Plus de bamboches, on est tous assoiffés. Les boîtes de nuit sont endormies. Et dans les bars, les rideaux sont tirés. On est piégés. On veut déjà un salaire, un statut, et on refuse les pials pour nos enfants. C'est quoi le pial? Alors le pial, en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est de nous tirailler à droite et à gauche. C'est-à-dire nos enfants n'auront plus leur air qu'il faut. Déjà de base, ils ne les ont pas. De base, par exemple, un enfant qui a 20 heures par semaine, en général, il ne les a pas, puisqu'on partage les heures. Mais les pials, ce sera pire. C'est-à-dire ces enfants-là, ils vont être abandonnés, livrés à eux-mêmes. C'est-à-dire nous, les AESH, on va devoir se balader
d'école en école. Pourquoi? Parce qu'ils veulent économiser l'État. Voilà ce qu'ils veulent faire. On est payé 812 € net par mois, je précise bien. Et ça, c'est On crève de faim, c'est pas assez payé pour s'occuper des enfants porteurs de handicap. Moi, j'adore mon métier, j'aime mon métier. Je veux continuer, mais pas dans ces conditions-là. Je ne veux pas. On est préfets, on est comme des zombies, avec des masques serrés. Plus de ciné, plus de bamboches, on est tous assoiffés. Les boîtes de nuit sont endormies, et dans les bars les rideaux sont tirés. On est piégés. Ce qu'on souhaite, c'est que à nouveau le dialogue s'y s'ouvre, mais nous on demande à ce qu'il s'ouvre sur une vraie remise à plat du service des écoles et des crèches, avec des avancées notoires dans les deux sens en matière de recrutement. Donc c'est pour ça qu'on demande un plan pluriannuel. On nous l'a annoncé, mais on nous a pas dit de combien il va être chaque année ce plan. On demande également des moyens matériels, parce que dans les écoles rien ne va. On a annoncé des primes. Nous, ce qu'on souhaiterait plus, c'est l'augmentation des salaires, et que si prime il y a, soit plutôt mis dans les recrutements des personnels, ou alors dans le bâti, parce que les écoles et les crèches, c'est la ruine. Il y a des rats qui circulent de partout. Enfin bref, vous connaissez tout ce qui se passe à Marseille, voilà. Et si négociation il y a, c'est pour aller vers une amélioration du service public des écoles et des crèches, et pas pour une restriction des moyens. Nous rassemblons pour réchauffer nos feux. On est privés, on est comme des zombies avec des masques serrés. Sur le site de Sanofi Chimie à Sisteron, la grève est reconduite jusqu'au 16 février. Pour des revendications plus que légitimes, 150 € d'augmentation de salaire et 30 embauches en CDI. McKinsey, le fameux cabinet payé 2 millions d'euros par mois par l'État pour s'occuper de la stratégie vaccinale. Eh bien, figurez-vous qu'il paie ses impôts dans un paradis fiscal, en l'occurrence le Delaware, pour 175 € par an. Sans commentaire. Le Luxembourg accueille 55 000 sociétés offshore gérant des actifs de 6 500 milliards d'euros. On y apprend que pendant que les files d'attente dans les soupes populaires ne cessent de s'allonger, 15 000 Français cachent 100 milliards d'actifs au Luxembourg, dont 37 des 50 familles françaises les plus fortunées. Et ben voilà, le vrai séparatisme, c'est celui des riches. Ouais. Le gouvernement fanfaronne sur son fameux plan jeune. En fait, il faut savoir qu'il est entré en vigueur en août 2020. Et ce dispositif, destiné à subventionner l'embauche des moins de 26 ans, s'accompagne de nombreux effets pervers. En fait, il faut savoir que ce plan jeune, c'est 4 000 € pour l'embauche d'un CDI ou d'un CDD d'au moins 3 mois. Et puis aussi, c'est 8 000 € pour un contrat en alternance. C'est 6,7 milliards d'euros qui ont été mis sur la table par le gouvernement. On pourrait dire que c'est bien. Mais en fin de compte, Carrefour par exemple, Decathlon ou encore McDo, qui comme par hasard se séparent des CDD actuellement ou des intérimaires pour justement embaucher des jeunes de moins de 26 ans en CDD. Il ne faut pas non plus déconner. Et pour ce Carrefour par exemple, cette aide pourrait, on met au conditionnel, pourrait se monter à 93 millions d'euros, 45 millions d'euros pour McDo. Les grandes entreprises sont en train de se gaver sans que réellement le chômage des jeunes soit en baisse. Enfin, une bonne nouvelle. Dans les Bouches-du-Rhône, ArcelorMittal Fosse, à grand renfort de publicité, a annoncé cette semaine
l'embauche de 100 CDI. Félicitons-nous de cette bonne nouvelle et arrêtons de jouer les rabat-joie. Oh, stop là, stop. Non. On va reprendre. Cette information est partielle, mon cher Philippe. En fait, ce sont 400 emplois qui vont disparaître d'ici 2024, donc sur les 3 ans. Sur ce site sidérurgique, juste celui-là. C'est le projet COS. Changer le scénario opérationnel, qui en fait prévoit de ne pas remplacer, par exemple, tous les départs en retraite et de réinternaliser certains métiers, mais pas avec le même nombre de travailleurs. Ainsi, les sans-embauches dont tu parles seront effectives, bien sûr, et tant mieux pour les nouveaux arrivants. Mais elles ne remplaceront que 85% des départs en retraite. Et avec cette annonce, c'est le signal du départ du COS. Nous vous en reparlerons très prochainement avec les copains de la CGT. Philippe, en fait, on l'a déjà dit, il y a un nouveau mode de calcul pour les allocations logement qui est en vigueur depuis le 1er janvier. En gros, pour dire simple, c'est qu'en gros, avant, tes allocations étaient payées par rapport à tes revenus il y a moins 2 ans en arrière. Maintenant, c'est sur l'année dernière, sur les 12 trimestres. Et en fait, il faut revaloriser tout ça tous les 3 mois. Donc, c'est la CAF qui a pris en charge. Sauf qu'en fin de compte, on apprend quand même que, ce changement de méthode, c'est 700 millions d'euros d'économies sur la branche famille. Mais pire que ça, c'est qu'aujourd'hui, la CAF, eh bien, est en sous-effectif. Et il n'y a plus personne dans les CAF. Et donc, en gros, aujourd'hui, tous les dossiers, enfin quasiment tous les dossiers, un grand nombre de dossiers, sont en souffrance. À la fois pour les allocations logement, APL et AL, mais aussi tous les dossiers RSA, famille et compagnie. Et donc, on se rend compte que cette réforme a engorgé les services de la CAF. Et donc, il manque un certain nombre de personnes, et des personnes, aujourd'hui, ne sont pas payées. C'est-à-dire qu'en gros, quand les gens reçoivent que le RSA, aujourd'hui, il y a des départements où, par exemple, 11 000 dossiers sont en souffrance à la CAF du Puy-de-Dôme. 59 539 à la CAF du Nord. 4 000 à la CAF du Tarn-et-Garonne. 6 400 à la CAF de la Savoie. Et 500 à la CAF des Pyrénées-Orientales. Et puis il y en a 2963 à la CAF de Haute-Loire. La Haute-Loire, il n'y a personne là-bas. Enfin, s'il y a 100 000 habitants, ça veut dire qu'en gros, quasiment tous les assurés là-bas de la CAF, ils perçoivent rien. Et il y en a même 14 000 à la CAF du Finistère. Et on va faire le tour de France, mais il y en a un certain nombre. Enfin, en gros, il y a des milliers de personnes qui aujourd'hui ne perçoivent plus rien. Donc, notre conclusion, elle est simple. Il faut embaucher à la CAF. Le mercredi 17 février, les militants de l'UDCGT 13 distribueront des colis alimentaires récoltés auprès de leurs syndiqués du département. Ces colis sont à destination des étudiants qui vivent depuis des mois une situation très compliquée. Et c'est peu de le dire. Premier gros plan, encore une bataille ignorée, celle de la SAM. Ghislaine Gisto, secrétaire générale CGT de la SAM, viendra nous expliquer sa situation. La SAM étant un équipementier automobile lâché par Renault. Ça fait partie de ma devise. Je considère que les gens qui se battent peuvent perdre, mais que ceux qui se battent pas, ils ont déjà perdu. Et donc on est déterminés à se battre, à rien lâcher. Et effectivement, on est attaché à cette boîte, à notre savoir-faire. Vous voyez, il y a écrit fondeur, pas chômeur. Et effectivement, c'est là-dessus qu'on va se battre. Comme l'a dit David, la filière automobile, elle a un avenir. C'est juste qu'il y a des choix qui sont faits par les constructeurs, en l'occurrence Renault, puisque nous on travaille avec Renault, mais c'est la même chose chez PSA. Comme vous le voyez sur la banderole, c'est toutes les fonderies françaises qui aujourd'hui souffrent de chiffre d'affaires, donc vivent la même situation que la nôtre, et au prétexte d'un rapport commandité par l'État, avec à la manœuvre Renault et PSA, on se servirait de ce rapport pour dire que on peut pas faire autrement, c'est le prétexte, donc on va massacrer des milliers d'emplois, de familles, de territoires, parce que y a un rapport qui dit que c'est 200 000 euros de chiffre d'affaires par salarié. Donc la situation de la SAM, évidemment on est concerné alors qu'on a pris un virage en 2016. Nous on a déjà pris le virage des moteurs hybrides et électriques. Donc c'est du chiffre d'affaires qui nous avait été affecté en 2016, c'est ce que je viens de dire. On avait la totalité des volumes. Donc la totalité des volumes nécessitait des investissements que le groupe chinois n'a pas fait. Donc ce qui est malheureux aujourd'hui pour nous, c'est que du travail on en a. On pourrait en faire davantage, mais on n'a pas les machines. Donc ça fait un an qu'on demande cette table ronde pour pouvoir
aider cette société à financer des moyens de production supplémentaires pour éviter justement la situation qui est en train de se dessiner devant nous. C'est-à-dire que Renault a décidé de se double sourcer. Donc pour expliquer à ceux qui sont pas dans notre enfin qui connaissent pas la fonderie ou l'industrie, on était seul fournisseur de ces pièces, des carters pour donc des véhicules électriques hybrides, le seul moteur d'ailleurs électrique chez Renault. Et aujourd'hui, dans la mesure où on n'a pas ces moyens de production supplémentaires, eh bien, ils ont décidé d'aller se fournir ailleurs. Donc ils sont en train de nous la faire à l'envers. Bonjour Cathy. Bonjour. Salut. Bon, t'as le sourire, mais bon, on s'était revus il y a déjà plus d'un mois là, Ouais. pour évoquer la situation de la culture. Ça s'est pas amélioré. Non, ça s'est pas amélioré. Je pense que ça ne va pas s'améliorer d'ici. Oui, d'ici. Voilà. Hein? D'ici à ce que le virus nous foute la paix. Ouais, ou d'ici que le gouvernement décide de mettre les moyens aussi, peut-être quand même. Bah, ça, apparemment, ça n'a pas l'air d'être à l'ordre du jour. On a demandé 115 millions pour flécher justement ce dont on parlait la dernière fois, donc le travail des artistes et des techniciens qui ne sont pas dans des structures, qui ne sont pas référencés, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément des intermittents, et qui ne sont malheureusement pas dans des équipes constituées, labellisées, etc. 115 millions. À l'aune de ce que nous connaissons des CAC 40 et de leurs bénéfices, ça n'est pas grand-chose. Ils les ont pas trouvés? Eh bien, on nous dit que c'est tellement résiduel, nos soucis financiers, qu'en fait, on ne va pas s'y intéresser. Voilà. Ah bon? Sauf que nous, en ce moment, on a des déperditions dans la profession de gens qui partent en formation pour faire autre chose, qui deviendront bergers ou bergères, ben, tant mieux, parce qu'après tout, c'est un très beau métier. Mais en tout cas, des techniciens et des techniciennes qui ne sont plus dans le métier, d'ores et déjà. Et nos caisses, de toute façon, de formation ne sont plus abondées, donc bientôt, on va avoir aussi un souci de formation. On n'a plus non plus, comme tu le sais, de salaire, donc de droits sociaux. À ce titre, les femmes enceintes, les dossiers s'accumulent parce qu'elles n'ont pas leurs indemnités journalières, parce qu'elles n'ont pas pu travailler suffisamment. Et véritablement, on est devant un réel problème social, mais d'une force, d'une violence dont on ne prend pas la mesure. Alors on se demande si véritablement la culture veut encore dire quelque chose ou bien veut dire trop, de façon à ce qu'on s'en débarrasse totalement. On va s'en sortir comment? Ben, on va s'en sortir de façon assez exsangue, c'est sûr. Malgré tout, on reste, nous... Mobilisés? Mobilisés pas assez. C'est très, très clair, pas assez. Mais de multiples actions se déroulent. Notamment le vendredi qui vient, vendredi 12, il y a les Victoires de la musique, sans public bien sûr. Hein, et nous, à la Fédération du spectacle, le CGT, que je représente pour la région, eh bien nous organisons, et au niveau du national bien sûr, les défaites de la musique et de l'exception culturelle. Donc on va essayer de faire des actions un petit peu partout. Et notamment, nous avons aussi une autre date importante, c'est le 4 mars. Le 4 mars de triste mémoire, puisque c'est la date où les lieux ont commencé à fermer les uns après les autres, où on a commencé à réduire les jauges et où on a commencé à mettre en péril toutes nos professions. Et donc le 4 mars, pour nous, en tout cas dans la région, nous allons travailler sur la disparition. Aurillac, le festival d'Aurillac, le festival de rue, a déjà déclaré qu'en fait en 2021, bien, il n'y aurait pas de festival. Il n'attend même pas de savoir si oui ou non, parce qu'on marche sur des œufs. On est à la petite semaine à chaque fois. Donc, d'ores et déjà, il donne rendez-vous en 2022. Putain. Alors, Avignon. Ouais, Avignon, voilà. Alors, quid d'Avignon? Il y a eu de la résistance. Est-ce que vous avez vu cette photo, mais terrifiante pour nous, et pour ce qu'elle représente, de flics devant des théâtres qui empêchent de rentrer des publics? Mais on est où, là? On est où? Pour 1 heure? Comme dirait le grand Jacques Brel, 1 heure seulement. Être con et passionné. Enfin bon, c'est insupportable de voir ce symbolisme se mettre en place. C'est la nuit de cristal. On pourrait, enfin je sais pas, oui, non, on reste mobilisé bien sûr et surtout, voilà, j'avais à cœur de vous montrer ça parce que c'est nos amis plasticiens, syndicat des plasticiens, CGT, qui ont fait ce visuel et qui résume bien les choses.
le misère de la culture et non pas le ministère de la culture, n'est-ce pas, liberté, égalité, précarité. Parce que Madame Bachelot peut faire des claquettes, elle peut faire ce qu'elle veut, mais en fait, elle pèse pas grand-chose. Et surtout, elle nous envoie en octobre pour les fonds éventuellement dédiés, fléchés. En octobre, on verra. Octobre 2021 ? Bien sûr. Ah non, j'allais dire 2024. Non, mais 2021, au cas où on s'en sortirait tout seul. Ils vont compter les morts, c'est tout. Voilà, on va compter les morts et puis on va se féliciter d'avoir certainement beaucoup moins d'intermittents dans les annexes 8 et 10. Et ça, c'est le MEDEF qui va tirer une salve d'honneur. Oui, je garde le sourire. Parce que la vie, malgré tout, elle vaut d'être vécue. Cathy, tu gardes le sourire. Et pour conclure cet entretien, un grand poème du grand Jacques Prévert. Oui, et qui est tout à fait à l'ordre du jour. On ferme. Cri du cœur des gardiens du musée, hommes usés. Cri du cœur à greffer, à restaurer, à rafistoler. Cri d'un cœur exténué. On ferme. On ferme la Cinémathèque et la Sorbonne avec. On ferme. On verrouille l'espoir. On cloître les idées. On ferme. ORTF bouclé. Vérité séquestrée. Jeunesse bâillonnée. On ferme. Et si la jeunesse ouvre la bouche par la force des choses, on la lui fait fermer. On ferme. Mais la jeunesse à terre, matraquée, piétinée, gazée et aveuglée, se relève pour forcer les grandes portes ouvertes, les portes d'un passé mensonger, périmé. On ouvre sur la vie, la solidarité et sur la liberté de la lucidité. Mai 68, Jacques Prévert. Deuxième gros plan, retour avec Angélique et Jérémy sur la situation de la maison d'accueil spécialisée des Alcides à Saint-Chamas, appartenant au groupe Corian. On avait eu comme demande une revalorisation salariale, comme à chaque grève, hein, tout le monde demande un petit peu plus, hein, c'est normal. Après, beaucoup de renouvellement de matériel qu'on avait demandé, parce que l'établissement est vieillissant et ça devenait vraiment cruel. Et aussi un problème au niveau de la direction. Donc aujourd'hui, à quelques semaines après, donc au niveau du matériel, on a eu beaucoup de commandes de fait. Le matériel a été renouvelé en partie, que du neuf, que du matériel neuf, salle de kiné refait complètement à neuf, ergothérapie complètement à neuf, beaucoup au niveau du soin, les brancards-douches neufs, enfin tout va arriver. Après, il faut les délais de livraison, ils ont fait quand même pas mal de devis aussi, pas mal de livraison, de commandes, et donc avec les délais de livraison, d'ici quelques semaines, on devrait recevoir beaucoup de matériel neuf, donc ça va être vraiment un gros soulagement pour l'ensemble du personnel et pour les patients aussi qui vont pouvoir profiter pleinement aussi de tout ça, hein, dans de meilleures conditions. Et on a fait aussi pour nos résidents, parce que c'est vrai que ils ont refait quelques travaux, et depuis 2 ans on est un peu en travaux, l'établissement lui-même, pour refaire bien, pour refaire propre et tout, mais le matériel était quand même assez vétuste, donc voilà, donc c'était vraiment pour eux aussi qu'ils aient quand même du matériel de propre, des nouvelles affaires, qu'ils aillent en salle de kiné, qu'ils puissent avoir tout de propre, de neuf, que ce soit pas de la récup à gauche, à droite. Enfin voilà, c'est important pour eux aussi, hein. C'est leur vie tous les jours, ils vivent là-bas, quoi. Donc nous, c'est notre métier, donc c'est important pour nous, mais pour eux, c'est d'autant plus important d'avoir quelque chose de propre, de neuf et en bon état, quoi, tout simplement, hein, pour qu'ils continuent à vivre le plus normalement possible, en fait, hein. On a énormément de personnel, à peu près 2/3 du personnel, qui sont là depuis entre 15, 20, voire 30 ans dans l'établissement. Certains de mes collègues sont arrivés en même temps que certains résidents à l'ouverture de l'établissement. Donc c'est vraiment notre deuxième famille. On y est 12 heures de la journée, du matin jusqu'au soir. Donc on passe notre temps là-bas. On a notre famille personnelle et on a nos résidents qui font partie de notre famille. Donc c'est important pour nous que eux ils soient bien aussi. Je pense que c'est pas un travail qu'on fait comme ça par hasard. On ne tombe pas là, on se dit pas bon tiens on fait ce boulot et bon c'est un gagne-pain. Je pense qu'il y a vraiment une vraie fibre sociale
Et ce qui donne que, effectivement, d'ailleurs, les premières revendications, elles n'étaient pas forcément salariales. Elle me corrigera, Angélique, si je me trompe, mais les premières revendications, c'était on veut un management humain, on veut une amélioration des conditions de vie pour les patients, on veut un budget social pour les patients, parce qu'il n'y avait pas de budget social pour les patients. Il n'y avait pas de sortie, il y avait, voilà. Elles ont aussi obtenu ça. Et après, effectivement, derrière, il y a aussi des revendications salariales. Parce qu'effectivement, les salaires, comme partout, ne sont pas à la hauteur du travail effectué. Je ne sais pas si on peut parler avec ce type d'emploi de richesse créée, mais en tout cas, il y a de la richesse humaine. Voilà. Eh bien, mon cher Philippe, passons à la culture. Avec cette semaine, et puis la semaine prochaine aussi, je pense, Jean-Pierre Luminet. Je ne sais pas si vous connaissez Jean-Pierre Luminet, c'est d'abord un astrophysicien hyper réputé mondialement, mais qui est aussi un romancier, un poète, et qui explique à sa manière l'histoire de l'astronomie, de l'astrophysique dans les siècles passés. Et là, on est sur la Discorde céleste, qui est publiée en poche, donc livre de poche, qui est pas très importante, 7,50 €. C'est en fait la discorde entre deux grands astronomes, Tycho Brahe et Johann Kepler, qui aujourd'hui se battent sur l'analyse, en gros, du ciel, comment à un moment donné on peut interpréter les étoiles et les astres, en pleine période très troublée, avec le christianisme très prégnant. À dévorer. Par rapport au festival du film Le Vent se lève, on va le redire. Madame Bachelot, vous ouvrez quand les cinémas? Voilà, fin de la parenthèse. On n'en a pas cette semaine parce qu'effectivement, on vous disait, assez compliqué pour trouver des droits. Par contre, vous avez à votre disposition, dans le cadre du festival du film, une dizaine de documentaires à votre disposition. N'hésitez pas à aller les consulter. Voilà, numéro 13 terminé. Bonne semaine à toutes et à tous et continuez à être aussi nombreux à nous regarder. De plus en plus, tant mieux. Merci. Au revoir. Au revoir, bonne semaine.